Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, mardi le 21 mars 2023, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Frédéric Pitre. Bonjour Frédéric. Hey, bonjour Claude, bonjour à tous ceux et celles qui nous écoutent. Merci de l'invitation aujourd'hui. Et c'est une invitation que plusieurs voudront prendre et partager puisqu'on va parler des contenus détaillés en éducation à la sexualité au Québec. On parle des directives qui sont diffusées pour le préscolaire, le primaire et le secondaire au Québec. Et en matière d'éducation à la sexualité, plusieurs personnes s'interrogent à savoir qu'est-ce qui est enseigné aux enfants et est-ce que les parents sont à jour par rapport à ce qui est donné comme contenu à des enfants qui nécessairement ne sont plus à la maison lorsque c'est donné. Ils sont en présence du professeur dans une école où l'enseignement, l'instruction est la priorité, mais là, tout à coup, avec l'enseignement à la sexualité, c'est peut-être une zone différente, qui a des sensibilités qui s'expriment de manière différente pour chaque personne. Alors, Frédéric, puisque présentement, tu es papa d'une petite fille qui, elle, va à l'école et obtient finalement des informations par rapport à l'éducation à la sexualité, pourrais-tu nous parler un petit peu de ton expérience en tant que père dans cette situation-là? Ben oui, certainement. Premièrement, c'est sûr, moi, j'ai une inquiétude, j'ai une crainte. Qu'est-ce que le professeur va inculquer à mon enfant? Ma petite fille, elle a seulement 10 ans. On sait que les enfants ont une curiosité, puis malheureusement ou heureusement, les enfants sont très malléables ou un peu, on pourrait comparer un enfant en éponge qui va absorber un peu tout ce qu'il voit ou ce qu'il entend autour de lui. Est-ce que c'est une bonne chose que des enfants, on a parlé, tu as mentionné comme quoi que ça commence dès le préscolaire, là, ça c'est avant la maternelle. Est-ce que c'est une bonne chose qu'un enfant ait une éducation à la sexualité si tôt que ça? Je crois que c'est à chaque parent de prendre une décision pour son enfant et non pas à l'école de forcer ou voire même d'obliger les enfants à avoir ce genre de formation-là sur la sexualité. Mais ce que j'ai vécu moi-même, puis surtout ce qui m'a mis la puce à l'oreille ces dernières heures, ces derniers jours, c'est ce qu'une amie est en train de vivre avec aussi son fils de 10 ans, comme quoi que elle, pour des motifs religieux, elle n'est pas d'accord à ce que son garçon assiste à ces cours-là. Et il y a eu plusieurs échanges téléphoniques et courriels avec la direction de l'école et mon ami. Et ça a été très, très compliqué, très ardu, très long de simplement avoir accès à quelle est la teneur des informations qui vont être données à l'enfant dans ce cours-là. Elle a dû faire une demande avec la loi d'accès à l'information pour qu'elle puisse avoir la teneur du cours. Et ensuite de ça, elle a aussi posé comme question quand est-ce que ce cours-là va être donné à mon fils? Parce qu'une idée qu'elle a eue pour ne pas que son garçon assiste à ce cours-là, mais c'est que cette journée-là, mais son petit garçon, il aurait eu mal à la tête et il ne se serait pas présenté à l'école. Mais en tout cas, elle a fini par avoir accès à l'information. Pour ce qui est des horaires, elle ne les a toujours pas eus, mais elle a eu, on va dire, le processus pour remplir un formulaire d'exemption qui est quand même assez inquiétant, là, les propos, les teneurs et voire même des menaces de la direction de l'école, comme quoi que ce cours-là est obligatoire. Moi, je trouve, en tant que parent, je trouve ça inquiétant. Puis, une des raisons pourquoi je fais le live avec toi aujourd'hui, Claude, c'est justement pour sensibiliser les autres parents. Parce que malheureusement, tu sais, moi, avec Appel à la liberté, depuis 3 ans, je mentionne que la liberté, ça vient avec des responsabilités et que plusieurs parents ont malheureusement cédé la responsabilité de l'éducation de leur propre enfant à des étrangers, des écoles, comment dire, le professeur, on ne connaît pas ses valeurs, sa morale, sa culture, des choses comme ça. Ça varie beaucoup d'une personne à l'autre. Peut-être en terminant, juste mentionner un scandale qui a été malheureusement très populaire en Ontario. Un professeur transgenre qui s'était fait installer des implants mammaires énormes, gigantesques, et puis il y a eu un gros malaise auprès des élèves qui ne se sont pas présentés dans ces cours. Mais il y a des choses comme ça aussi
qui vient troubler l'innocence de nos enfants. Fait que c'est pour ça que je prends le temps d'en discuter avec toi aujourd'hui, Claude. Mais merci de le préciser, Frédéric, parce qu'évidemment, on a d'excellents professeurs. C'est ce qui attire pour les écoles d'envoyer nos enfants là, c'est qu'on a confiance qu'ils vont apprendre des choses. Il y a par contre dans le lot certains professeurs dont la moralité peut parfois rendre un peu circonspect et faire en sorte que plusieurs personnes se posent des questions. Mais évidemment, nous, en tant que parents, on veut ce qu'il y a de mieux pour nos enfants, incluant ce chapitre-là. Donc, les cours d'éducation à la sexualité que nous, on n'a pas eu de toute façon quand on était jeune. Quand moi, j'ai grandi, je suis quand même en haut de la cinquantaine, donc je n'avais pas de cours d'éducation à la sexualité du tout au primaire ni au préscolaire. Mais de toute façon, le préscolaire, quand j'étais jeune, c'était avec ma mère à la maison. Puis évidemment, au secondaire, ben, il y a eu toutes sortes de parenthèses, je dirais, en économie familiale, mais c'était pas un cours spécifique d'éducation à la sexualité. Et puis, ça faisait en sorte que dans la culture générale, ça se passait dans la tête de l'enfant directement, où est-ce qu'on était capable de se créer finalement des réponses qui biologiquement étaient cohérentes avec le vécu qu'on avait, alors que maintenant, évidemment, l'enfant est confronté à une vision externe, une vision qui est faite dans un premier temps pour l'informer, mais qui peut être militarisée de manière subtile ou moins subtile pour l'amener à penser que sa propre vision est peut-être pas la bonne, dans le sens qu'il y a d'autres visions qui devraient avoir préséance sur la sienne, que ce soit au niveau des préférences liées à la sexualité ou encore de l'accès à différents gestes posés de nature sexuelle. Ces choses-là doivent être, à mon sens, passées en revue par les parents avant d'aller aux enfants, puisque sous l'âge légal du consentement, des renseignements de cette nature-là pourraient avoir des influences sur des choix que font les enfants ou encore sur des incidences qui touchent toute la famille. Si un enfant devait avoir une information qui l'amènerait à penser que de transiter vers un autre genre que le sien, naturellement et biologique à la naissance, est souhaitable ou favorable dans son cas, puisqu'il présente certaines caractéristiques dites favorables à un changement ou une transition, ben ça a un effet sur toute la famille. On l'a vu en Saskatchewan, dans l'Ouest canadien aussi, il y a des pères qui ne peuvent plus adresser leurs enfants sans risquer de les mégenrer s'ils devaient faire référence à leur sexe biologique d'origine. Et ça crée finalement des divisions familiales importantes, et pas juste au niveau de la famille immédiate, mais également de la famille plus élargie, où il y a beaucoup de malaises qui arrivent, et tout ça, c'est pour des idées qui auraient été implantées, supposément pour le bien de l'enfant. Mais évidemment, le suivi est encore incertain, à savoir que plusieurs, puis là, on parle d'une transition vers un autre genre, mais ça peut être beaucoup d'autres choses, évidemment. On s'entend que l'éducation à la sexualité est un spectre très large. Mais évidemment, si ça devait être une transition en bas âge, ben, il y a des effets sur l'enfant lui-même, sur sa famille immédiate, la famille plus agrandie, mais également la société en général. Donc, l'idéologie d'une personne qui enseigne la sexualité peut aller très loin ou pas très loin, ça va dépendre. Chaque salle de classe va probablement avoir un traitement légèrement différent. Mais la raison pour laquelle on en parle aujourd'hui, c'est qu'on va explorer ensemble. Si tu veux, on va juste changer légèrement l'écran où on va nous voir un petit peu plus petit, et tu vas voir, on va pouvoir en parler en regardant le document. C'est un document qui nous provient du gouvernement du Québec. Le but, c'est ensemble d'explorer un petit peu qu'est-ce que le gouvernement dit à ce propos-là. Et vous allez voir qu'il y a des endroits où c'est plutôt raisonnable, d'autres endroits où on se pose des questions. Et dans tout ça, il y a comme la réflexion d'ensemble qui est: est-ce que c'est là qu'on devrait envoyer les enfants en termes d'attention scolaire? Dans le sens, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres matières qui devraient être priorisées avant de prioriser nécessairement l'éducation à la sexualité au préscolaire, au primaire et au secondaire? Alors, juste avant de plonger, est-ce que tu avais un petit commentaire à faire sur les choses qu'on va regarder, Frédéric?
Oui, mais je pense que ça serait important. Là, on va faire un tour, toi puis moi, rapidement là, de ces documents-là, mais je pense que ça serait très important aussi à chaque parent, à chaque personne qui nous écoute, même si c'est peut-être pas des enfants, mais peut-être d'en parler. Vous êtes sûrement un oncle, une tante, un grand-père, une grand-mère. Je pense que c'est important aussi d'avoir cette conversation-là, soit au niveau familial. euh, Élargie, comme tu disais tantôt, là, pour justement l'avenir de nos enfants, pour protéger un peu leur innocence. Donc, j'invite chaque personne qui nous écoute d'aller sur le site du ministère de l'Éducation, du gouvernement du Québec, ministère de l'Éducation. Les liens sont accessibles dans la description du live. Je crois que tu as mis, Claude. Donc, Oui. renseignez-vous. Allez voir qu'est-ce que l'école, le gouvernement prépare pour nos enfants, s'il vous plaît. C'est important. Oui, puis il appartient à chacun de prendre une demi-heure ou une heure de sa journée pour vraiment aller sérieusement lire ce qu'il y a là afin de bien comprendre ce dont il y est question. On remarquera dans un premier temps que tous ces documents-là datent très exactement de la même journée en 2018. Donc, probablement le mois de septembre, le septième jour ou l'inverse, mais on peut penser que c'est en septembre ou peut-être au milieu de l'été que ça a ressorti. Mais enfin, bref, c'est 2018. Ça fait quand même, grosso modo, un petit peu moins de 5 ans. Donc, on va aller voir dans un premier temps le tableau synthèse, si tu veux bien. C'est un tableau dans lequel on retrouve beaucoup de renseignements. Donc, si ça ne vous dérange pas, je vais juste grossir un petit peu pour que tout le monde puisse voir. Donc, qu'est-ce que l'enfant va avoir à apprendre au préscolaire? Ce serait la croissance sexuelle humaine et image corporelle. Donc, on apprend les parties du corps, les expressions de ses besoins et de ses sentiments. Donc, à la base, les parties du corps, ils ont des noms. Et puis, les enfants du préscolaire, peut-être que pour certains, ça va être un peu spécial d'entendre ces mots-là à l'âge qu'ils ont, parce que le préscolaire, on rappellera que c'est du 4, 5, 6 ans, dépendant de l'âge et de l'avancement de chaque enfant. Surtout du 5 ans. Donc, à 5 ans, l'enfant n'a pas encore développé finalement une conscience comme il va avoir plus tard dans sa vie des parties de son corps. Il y a encore une partie de mystère puis de choses qui finalement lui appartiennent à lui, à découvrir à quelque part. Puis je ne sais pas si tu as la même impression que moi, Frédéric, mais on sent qu'il y a comme une espèce de tentative, à tout le moins, de court-circuiter le processus mental individuel de l'enfant pour le remplacer par un cursus qui vient bel et bien du gouvernement. Est-ce que c'est un peu l'impression que tu as? Oui, absolument, absolument. Ça, moi, ça me rappelle, il y a quelques mois, j'avais vu sur les réseaux sociaux circuler un livre pour enfants préscolaires. Je me souviens plus du titre exactement, mais tu sais, c'était un peu le boulanger qui est tout nu, qui fait son pain, le facteur qui se promène tout nu avec son sac de courrier, distribuer le courrier flambant nu. Puis ça, c'est un livre vraiment pour préscolaire, là, pour les enfants. Ça l'a circulé un peu partout en France, puis dans d'autres pays. Au Québec, je ne suis pas certain, mais c'est quelque chose qui se passe. Puis ça, ce qu'on regarde un peu aussi, le programme, tout ça, ce n'est pas seulement qu'au Québec, c'est des choses aussi qui se passent en Italie, en France, en Espagne, dans d'autres pays à travers le monde. Puis quand tu as dit que c'est le gouvernement, mais dans ce cas-ci, le gouvernement du Québec, mais on va voir peut-être un peu plus loin tantôt dans les sources d'informations, la bibliographie, que beaucoup de ces informations-là viennent de l'UNESCO et de l'OMS. Donc, c'est quelque chose qu'ils sont en train de tenter d'implanter dans plusieurs pays au travers de la planète, là. Absolument. On le voit ici, je montre quelques-unes des références et vous voyez qu'il y a des références locales, des références qui viennent d'ailleurs. Et c'est un mélange un peu des deux. Il y a beaucoup les mêmes personnes, d'ailleurs, qui reviennent beaucoup, beaucoup dans les références. Puis il y en a beaucoup que ça date de plusieurs années. Ce n'est pas forcément des choses qui ont été actualisées. Donc, il faut comprendre que le gouvernement choisit un peu ses sources, et c'est normal. On le fait tous un peu pour appuyer nos opinions, nos idéologies. Mais dans ce cas-là, ben, il va falloir peut-être à un moment donné retourner à chacune de ces sources-là, puis vraiment s'assurer que ce qui est là correspond toujours à quelque part au goût du jour là. En 2023, où est-ce qu'on est rendu? Mais c'est juste pour montrer un petit exemple de ces fameuses références. Oui. Donc, on revient à notre tableau synthèse. Il y avait des parties du corps que j'ai mentionnées. Et la deuxième partie, c'est les expressions de ses besoins et de ses sentiments. Mais
de ses sentiments, je peux comprendre, dans le sens que, je ne sais pas, je sens que j'ai quelque chose puis je ne le comprends pas. Ça peut être un sentiment qu'on ne sait pas tout ce qu'on devrait savoir. Mais les besoins, ben là, à 5 ans, j'ai déjà eu 5 ans, je n'avais pas de besoin à cet âge-là. Là. Non, non. Moi, je pense que c'est justement aller jouer dans la tête des enfants puis briser l'innocence de nos enfants. Euh, je trouve ça très malaisant de savoir qu'il y a des petits-enfants d'âge préscolaire, de 3, 4, 5 ans, où est-ce qu'il va y avoir des sujets de discussion en lien à la sexualité. Je pense que ça va mettre beaucoup d'enfants mal à l'aise, ça va les gêner, ça va peut-être je dirais pas les traumatiser, mais reste que avoir des sujets de conversation-là entre enfants avec un professeur qui n'est pas un membre de la famille, un peu comme je disais tantôt, quel genre de valeur ou de morale le professeur ou l'enseignant va, comment dire, dégager aux enfants auxquels il fait cette formation-là. Là. C'est pour ça, moi, j'ai un gros malaise face à ça. Ben, merci d'en parler. Il y a peut-être d'autres parents au Québec qui ont ce malaise-là aussi. Peut-être juste une observation au passage que si on regarde préscolaire, première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, puis après ça, secondaire, chaque année, on sent qu'il y a comme un effort de banaliser à quelque part la sexualité. Ça devient quasiment comme le français ou les mathématiques, tellement il y en a. Oui, ouais, dans les documents aussi, je ne sais pas si c'est ceux du gouvernement du Québec, ministère de l'Éducation, ou celle de l'école où est-ce qu'une de mes amies est en communication, mais ils ont mis le cours d'éducation à la sexualité dans les matières générales. Selon moi, le cours d'éducation sexuelle n'est pas une matière générale comme les mathématiques, la science ou le français. Selon moi, à mon humble avis, la sexualité, on va dire, c'est un domaine un peu plus personnel, un peu plus sensible. Je comprends que l'école, moi j'en ai eu des cours de sexualité au secondaire, là, tu sais, comment mettre un condom, l'utérus, le sperme, tout ça, l'ovule, comment que les bébés vont se faire. Là, tu sais, c'est plus la cigogne puis ces affaires-là. Je comprends que l'école, on va dire, peut avoir une certaine responsabilité quant à l'éducation sexuelle, mais de là au secondaire. Ça je suis d'accord avec ça. Mais tout dépendant aussi des propos et des teneurs apportées, là, on voit depuis quelques années avec le phénomène woke qui est en train de prendre de plus en plus d'ampleur. Ensuite de ça, le respect des différences, le LGBTQ+, en tout cas, je ne sais plus où ils sont rendus, mais le fait que ils commencent à parler de ça à des enfants, on va dire, à l'école primaire, moi, j'ai un gros malaise par rapport à ça. Et puis un autre aussi, là, évidemment, je ne peux pas passer sous silence le fait que des drag queens vont dans les écoles lire des histoires, faire des spectacles en tenue légère, des spectacles acrobatiques qu'on voit habituellement, qu'on voit. En tout cas, moi, je ne l'ai jamais vu, là, mais c'est le genre de spectacle qui se passe dans des bars le soir entre personnes consentantes. Puis là, malheureusement, je trouve ça aberrant, je trouve ça effrayant, je trouve ça dégueulasse que c'est rendu que des drag queens se présentent dans des établissements scolaires chez nos enfants. Ça n'a aucun sens pour moi. Ben, un parent normal refuserait que son enfant soit à quelques mètres ou même parfois sur certaines photos qu'on voit centimètres des organes génitaux d'un adulte dévêtu, essentiellement nu à part quelques morceaux de tissu pour le spectacle. C'est quelque chose qui est inadmissible, à savoir qu'un enfant doit être protégé des abus de cette nature-là, puisque même si certains drag queens qui se consacrent à ces spectacles-là, eux trouvent ça normal. L'enfant, lui, n'a pas à prendre ça comme une forme de normalité. Mais on sent qu'il y a des gens en société qui, pour prouver leur ouverture, pour signaler leur vertu woke ou LGBT, on ne sait plus combien de lettres, vont accepter beaucoup de choses. Et ça fait en sorte que des gens qui sont gays ou lesbiennes deviennent un peu mal à l'aise. Et même des drag queens ont montré qu'ils étaient mal à l'aise parce qu'eux autres, ils veulent continuer à avoir des activités de divertissement pour adultes dans des bars fermés où les enfants ne se trouvent pas. Donc, il y a des drag queens qui se dressent contre ça,
mais d'autres drag queens, on ne sait pas par qui ils sont payés, on ne sait pas de quelle manière ils sont amplifiés de cette manière-là pour être normalisés dans l'imaginaire collectif, mais on sent qu'ils ont beaucoup d'influence actuellement pour lire des histoires à des enfants. En passant, il n'y a pas que la drag queen ou le drag queen, je ne sais plus comment on le dit, qui est dévêtu. Il y a également l'histoire. J'ai regardé un petit peu quel genre d'histoire était contée et c'est des histoires qui sont de nature parfois salacieuse. Et ça fait en sorte que l'enfant se fait finalement emmener dans un monde où finalement c'est hyper sexualisé comparé à son monde d'enfant où il devrait jouer avec des blocs, courir avec des amis, jouer dans le sable, bouger des camions, habiller des poupées, puis imaginer un monde où est-ce qu'ils sont comme maman professeur ou comme papa travaille dans le domaine de la santé ou qu'importe, mais les enfants ne devraient pas avoir à normaliser dans leur imaginaire que des gens déguisés représentent ce qu'ils doivent, eux, intérioriser pour de la sexualité. Or, même si on pense que certains enfants ne l'intériorisent pas, le risque demeure. Et c'est un risque qui semble être pris de plus en plus, ce qui force les parents à devoir s'interroger beaucoup sur l'éducation à la sexualité. Comme on a vu, les documents qu'on regarde, ça remonte jusqu'à 2018, mais ça prend un certain nombre d'années avant que la société comprenne très bien ce qui est en train de se passer. Et présentement, avec les mouvements sociaux, les différentes idéologies, beaucoup de gens se posent des questions. Et je trouve ça important aujourd'hui de remettre au goût du jour ce sujet-là, parce que ça ne concerne pas juste les enfants, ça concerne toute la société. Si des enfants en viennent qu'à banaliser la sexualité, peut-être qu'ils ne comprendront pas la nature profonde, spirituelle, sérieuse et personnelle de la sexualité, tellement ça a été bradé de manière publique, puis de manière ouvertement académique, dans le sens que si les gens pensent que la sexualité, ce n'est que de la mécanique, ben, je pense qu'il manque une énorme partie de ce que la sexualité peut être. Ça nous permet de connecter en tant qu'humains à des niveaux qui, de toute évidence, sont uniques en soi. Donc, je trouverais bien dommage que l'éducation à la sexualité, finalement, au niveau préscolaire, enlève une partie de cette magie-là ou la totalité de la magie dépendant de l'enfant. Chaque enfant le recevra comme il le recevra. Parce que justement, des parents auraient pensé que tout est correct, mais en réalité, est-ce qu'on a vraiment été lire? Est-ce qu'on a vraiment été s'informer? Puis c'est un peu ça qu'on fait. Donc, si je continue un petit peu plus bas, on ne parle pas juste de la croissance sexuelle humaine et de l'image corporelle, il y a également la grossesse et la naissance. Et ça parle des étapes de la naissance et de l'accueil du nouveau-né, ce qui a un certain sens pour la mère qui aurait un nouvel enfant puis qui voudrait que l'enfant au niveau préscolaire soit familier avec le principe, la normalité d'amener un autre enfant à la famille. Mais encore là, j'ai l'impression que c'est des phénomènes qui doivent se vivre quasiment de manière familiale pour être vraiment bien intégrés. Oui, mais c'est une responsabilité familiale, c'est une responsabilité du papa et de la maman. Si maman elle tombe enceinte puis que l'enfant va avoir un nouveau petit frère ou une nouvelle petite sœur, je pense que c'est aux parents de préparer l'enfant. Oui, peut-être l'école peut, on va dire, avoir un certain rôle à jouer là-dedans, mais ne pas se fier que sur l'école. Là, dans ce cas-ci, c'est même pas à l'école, c'est en service de garde ou à la garderie là, préscolaire. Mais il y a un malaise, il y a un malaise. Je vais me répéter, la personne qui va avoir cette discussion-là avec l'enfant, a-t-elle les mêmes valeurs familiales que moi ou que toi ou qu'un autre? Je pense que c'est avant tout, c'est d'abord et avant tout la responsabilité des parents de parler de ça à leur enfant. Tout à fait. Et puis, pour finalement avoir une meilleure idée de ce qui s'enseigne dans les différents niveaux, vous allez voir tout le monde qui a comme des thèmes récurrents. Donc, autant on a parlé de croissance sexuelle, humaine et image corporelle, à la première année du primaire, c'est vraiment jeune, la première année du primaire, déjà que les enfants ont à s'adapter à l'école. C'est un moment où ils doivent se faire des nouveaux amis. Souvent, ils ont perdu leur ami du préscolaire, puis là, c'est une nouvelle école avec plus d'enfants. Il faut qu'ils apprennent la globalité de la sexualité. Donc, c'est quand même gros. Tu dirais à un adulte, on va t'apprendre la globalité de la sexualité. Puis déjà, il dirait, oh là, ça va me prendre du temps, tout ça. Là. Attention, c'est gros, la globalité. Là. Mais Oui. c'est ce qu'ils apprennent en première année. Donc, la dimension de la sexualité, le corps, le cœur et la tête.
3 thèmes qui, en soi, sont énormes. Et puis, toujours à la première année, également, l'identité. Wow! On l'a-tu, le mot-clé, là? Ouais. Identité, rôle, C'est la méthode. stéréotypes sexuels et normes sociales. On parle à des enfants de première année, là. Ouais, ça m'étonne qu'il ait pas mis un S à identité parce qu'actuellement, on constate que les identités sexuelles sont de plus en sont multipliées, là. Là, peut-être qu'il y a beaucoup de personnes, on va dire entre 35, 50 55 ans, peut-être plus ou moins, qui nous écoutent, mais constater que les jeunes adolescents aujourd'hui ont des identités sexuelles très, 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 très variées. Il y en a des fois que j'ai vu plusieurs vidéos circuler sur les réseaux sociaux. Ça va jusqu'au point d'avoir. C'est pas juste l'homosexualité gay et lesbienne, là, quand on parle d'identité en 2023. Il y a des identités des jeunes qui s'identifient. Aujourd'hui, bon, ben, je me lève, moi, je suis un dauphin. Je suis un koala. Il y a des absurdités ou des déviances d'identité liées à la sexualité assez diverses et bizarres. Puis c'est ce qui m'inquiète, moi, que là, en première année, qui parle de ce genre, ben, je dirais pas qu'il parle de ce genre-là parce que là, j'en suis pas certain, mais est-ce que ça peut aller jusque-là? Les identités sexuelles variables et multiples et comment dire, déviantes, il y en a énormément aujourd'hui. C'est ce qui m'inquiète, moi, de mettre dans la tête de nos enfants ce genre de sujet-là en si bas âge. C'est un très bon point. Et puis, d'ailleurs, pour le préscolaire, dans le document détaillé que les gens peuvent télécharger également avec le lien qui est mis en description sous la vidéo, il parle ici de situer les parties du corps. Et puis, pour la première année, je pense que c'est juste en dessous qu'on a cette information-là. Grossesse naissance, ça c'est OK. Ici, première année. Donc là, on va avoir probablement des informations plus spécifiques sur les contenus. Donc, la sexualité présente à la naissance est naturelle et se développe tout au long de la vie. En fait, la sexualité est vraiment là à vie, à moins de faire des choses qui sont importantes pour la changer, là. À travers différentes étapes du développement, déjà là, ça induit la possibilité que la sexualité n'est pas celle de la naissance. Donc, je comprends que les gens qui ont écrit ça, il y avait à répondre à des normes qui, au niveau mondial, sont en train de finalement se prosterner devant les différents lobbies, les différents agendas qui entraient au lieu, donnent le ton à tous les autres, mais en même temps, on voit qu'il y a là des choses qui peut-être ne font pas consensus auprès de tous les parents. Donc, évidemment, je cherchais à voir si toutes les identités étaient nommées, puis la réponse, c'est non. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas dit en classe, ça veut simplement dire que ce n'est pas nécessairement nommément dit dans le document. Donc, très bon point que tu amènes, Frédéric, c'est comme c'est quoi tout ça? Ouais. Parce qu'on a Donc, vu récemment, essentiellement, moi je me rappelle à cet âge-là, préscolaire, ben moi je lisais des livres comme Lucky Luke ou ben non Tintin. Puis là, je fais une parenthèse rapide, mais tu sais, Tintin, ils ont sorti des écoles, des bibliothèques Tintin au Congo parce que, selon eux, c'était raciste. Mais moi, je trouve ça quand même un peu tiré par les cheveux. Ça peut passer, mais là, le fait qu'ils mettent des livres, puis, comment dire, où est-ce qu'il y a de la nudité, où est-ce que c'est des drag queens qui vont faire la lecture de livres, comment dire, qui, selon moi, devraient être 16 ans et plus, ou je dirais pas 18 ans et plus, là, mais au moins à partir de 16 ans, où est-ce qu'on commence à avoir un petit peu plus de conscience et de jugement, mais là, qui mettent des livres comme ça, puis qui font conter des histoires comme ça à des enfants en bas âge, pour moi, c'est d'une aberration totale. oui, moi, je me rappelle en première année, je lisais des livres comme Petsy, et puis Astérix, et puis Spirou, puis c'était pas, c'était pas des ouvrages qui étaient faits pour mettre l'accent sur l'identité, les rôles, les stéréotypes sexuels et les normes sociales, bien que chacun de ces thèmes-là était abordé un peu par la bande, mais de manière tellement périphérique que ça ne devenait pas le sujet. Alors là, on voit qu'en première année, c'est quand même des sujets qui sont abordés de front. Donc, c'est quand même lourd pour un enfant de première année, à mon sens. Oui.
Puis si on regarde juste en dessous, il parle dès la première année des agressions sexuelles. Et bien que ça puisse être utile, parce qu'on parle d'indices pour reconnaître une situation d'agression sexuelle et le dévoilement à un adulte, c'est parce que ce n'est pas tous les enfants qui sont victimes d'agressions sexuelles. Et pour certains enfants, peut-être que le simple fait d'en entendre parler, ça peut provoquer un trauma ou même un micro-trauma, à savoir qu'ils se mettent à redouter les adultes, qu'ils se mettent à avoir moins confiance envers des gens qui sont excessivement importants dans leur vie, à savoir leurs parents, leurs frères et sœurs ou peut-être d'autres personnes qui sont significatives et bienveillantes dans leur vie. Donc, ça crée peut-être un mur supplémentaire qui n'aurait pas été là, mais en même temps, on peut toujours pointer vers des cas absolument abusifs, horribles et de films d'horreur. Euh, tout le monde a vu, de mon âge, en tout cas, quand il était jeune, Aurore, l'enfant martyr. Quand ça avait passé à la télévision, les gens pleuraient dans les salons partout au Québec parce que c'était absolument horrible. Personne n'était capable de tolérer de voir une marâtre, une mère absolument indigne, une actrice d'ailleurs qui s'est probablement jamais relevée de ce rôle-là dans sa carrière, mettre les mains d'une petite enfant sur le poil pour lui faire du mal purement et simplement. Je veux dire, ça, tu n'as pas besoin d'un cours en première année pour savoir que c'est mal. Puis, je veux dire, dans Aurore, l'enfant martyr, je veux dire, l'idée, c'était que l'enfant était un martyr, là. Mais c'est sûr que dans la vraie vie, si un enfant se faisait mettre les mains sur le poil, ce ne serait pas tellement long que le reste du monde finirait par voir, puis bon. Mais oui, il y a une certaine logique à vouloir éveiller l'enfant à des abus contre sa personne. Mais en même temps, on sent que si ce cours-là est nécessaire, ben, c'est la société qui ne va pas bien d'un autre côté aussi, là. Oui. Mais d'avoir à l'apprendre dès la première année, ben, il y a du bon à ça parce qu'on ne veut pas que ça se produise. Puis en même temps, on se dit, oh, quelle porte qu'on vient d'ouvrir là, là. Oui, oui. C'est inquiétant. Comme tu viens de le mentionner, ça peut créer une crainte chez l'enfant. Il va penser à ça. Comme je disais tantôt, un enfant, c'est une éponge. Mais qu'est-ce que cette éponge-là va retenir de ces informations-là? Moi, je pense que ça peut créer certains traumatismes là, de peur, de crainte, que ce soit venant d'un voisin, d'un mononcle ou autre. Là. On sait quand même que des scandales sexuels, des viols, des abus sexuels, malheureusement, c'est des choses qui se produisent et qui se doivent d'être dénoncées aussi. Mais malheureusement, là, je fais une parenthèse rapide concernant le système de justice qu'on a ici au Québec, quoique j'aurais dû appeler ça le système de l'injustice, mais un violeur va avoir une condamnation moindre de quelqu'un qui va aller faire un vol au dépanneur, un hold-up, des choses comme ça. Fait que, tu sais, les sentences bonbons pour les pédophiles, les violeurs, les abuseurs, moi, je pense qu'avant de miser sur des programmes d'éducation à la sexualité, j'aurais investi de l'argent dans le système de justice pour modifier les lois, pour mettre ça plus sévère pour les pédophiles et les criminels, ceux qui vont violer, voire même à répétition. Tu as mentionné le film tantôt, Aurore, l'enfant martyr, qui date quand même de plusieurs années. Il y en a eu un autre aussi qu'on a eu ici au Québec, très, très grave, là, les 7 jours du talion. Je ne sais pas si tu as déjà vu ce film-là, Oui, j'avais Claude. vu ça dans le sous-sol, là, c'était pas le fun. Non, non, non. Fait que, tu sais, c'est le genre malheureusement, c'est le genre de situation qui, oui, se produit. C'est quand même rare, là, des kidnappings, des viols et des choses comme ça, mais ça arrive. Puis c'est sûr que ça se doit d'être dénoncé, mais je pense aussi que si un enfant vit des sévices ou des choses comme ça va se ressentir et ça va se voir. Et je pense que c'est un devoir moral aussi de l'enseignant ou bien non de la direction ou d'un voisin ou n'importe quel adulte qui est conscient justement de porter assistance à cet enfant-là et puis de le signaler. Oui, ben, on a dans les écoles des professeurs, mais il y a également tout le reste du personnel. On parle entre autres des gens qui s'occupent du service de garde, qui passent des moments très significatifs dans la journée avec les enfants. On parle des gens qui peuvent conduire l'autobus jusqu'à ceux qui aident à traverser la rue. Tout le monde doit avoir une vigilance rehaussée pour des indices afin de permettre à l'enfant de vivre son enfance et non pas de vivre le fantasme d'une personne déviante ou de plusieurs personnes déviantes. Et malheureusement, d'avoir à mettre les agressions sexuelles en première année, à mon sens,
ça envoie un message que notre société a un problème en général. Ça ne veut pas dire que ça peut se régler. Ça veut simplement dire qu'à mon sens, une société qui ne fait pas attention à ses enfants comme à la prunelle de ses yeux a manqué un gros chapitre de l'évolution. Et ça fait en sorte que socialement, on aurait des coups de barre importants à donner et ça ne passe pas par le DPJ tout le temps. Ça passe surtout par une responsabilisation qui vient naturellement. Je me rappelle quand j'ai eu mon premier enfant, évidemment, c'est ma femme qui l'avait eu à ce moment-là, mais j'étais plus un homme, j'étais un père. Et bien qu'en tant qu'homme, j'étais versé vers des voyages, des choses comme ça, des choses qui permettaient d'épanouir finalement mes expériences de vie d'une autre manière. Quand je suis devenu un père, je m'épanouissais en voyant les yeux de ma fille être absolument émerveillée de tout ce qu'elle découvrait dans la vie. Et puis tous les autres endroits que j'avais oubliés à Québec, ben, je retournais marcher avec elle, puis je lui montrais les canons, puis les fortifications, puis on s'inventait plein d'histoires, puis ça, c'est une façon de vivre avec ses enfants en tant que père et non pas en tant que juste un homme. Un homme, ben, il veut faire sa vie, il veut faire sa carrière, il veut faire sa famille, il veut établir plein de choses. Mais un père, ça veut que ses enfants puissent avoir le mieux possible. Oui. Et puis, quand on voit ces programmes-là à l'école, on se dit, ben, on joue avec le feu à quelque part parce que d'une part, ça se pourrait que si c'est amené avec doigté par des gens avec un intellect supérieur et une connexion au cœur, avec de l'amour pour le sujet, ça se peut que ce soit effectivement bénéfique. Mais si c'est amené par quelqu'un qui a des déviances ailleurs, ça se pourrait que la déviance pourrait filtrer à travers l'éducation qui est faite à ce moment-là à des jeunes esprits, on le rappelle, de première année. C'est tellement jeune la première année, c'est incroyable comment c'est jeune. Oui. Puis, évidemment, l'enfant comprend que ça va être un battage année après année de ça. Et puis, il faut aussi reculer d'un pas puis se demander, est-ce que tout ça, ça ne prend pas la place des parents aussi? Parce que lorsque le parent parle de sexualité à un enfant, certains sont mal à l'aise, certains sont à l'aise. Et puis, l'idée, c'est que la sexualité, là, ça fait partie de l'immense relation parent-enfant, parce que c'est très large une relation parent-enfant, mais ça fait partie de ça aussi. Et je me demande si l'enfant n'aura pas tendance à dire ben, je t'écouterai pas toi, je sais déjà ce que tu étais supposé de me dire. Puis, à quelque part, c'est pas comme une façon de voler aux parents quelque chose qui aurait dû lui appartenir. Puis, en même temps, je comprends parce que, comme dans les garderies, les CPE, ils disent oui, mais le CPE, il y a des jeux dehors, on a de la place pour bouger, il y a des activités qu'on n'a pas à la maison, il y a de la socialisation. Oui, mais c'est un angle. Tu es plus proche de tout ça, mais tu es peut-être plus loin de juste l'amour avec ta mère qui est restée à la maison cette semaine-là pour faire des biscuits avec toi. Puis ça va te rester pour toute ta vie en tant qu'expérience imperturbable. Il y a toutes sortes de degrés là-dedans, mais j'aimerais Oui. t'entendre sur le fait qu'en première année, on a tout ce contenu-là à passer. Ben, moi, je trouve ça très malaisant, très dérangeant. Tu sais, je me mets à la place de ma petite fille euh, devant une classe d'à peu près une vingtaine d'élèves là, qu'elle a. Donc, ça doit être malaisant. Mais c'est surtout, moi, ce qui me dérange en tant que parent, c'est l'obligation ce cours, de ces cours-là. C'est là que moi, je ne suis pas d'accord. Peut-être un peu plus tard, mais qu'on aille passer au travers de ces documents-là, ou si tu veux le faire tout de suite, il y a quand même il y a seulement que deux conditions. Si un parent n'est pas d'accord à ce que l'enfant assiste à ce cours-là, il y a seulement deux conditions qui vont permettre de retirer l'enfant de ce cours-là. La première condition, mais c'est qu'on a une crainte comme quoi que ça pourrait causer un tort psychologique à l'élève. Oui, merci de le mettre à l'écran. Et la deuxième, deuxième motif, comme quoi que ça pourrait être porter une atteinte à la liberté ou un droit fondamental garanti par la Charte canadienne et québécoise. Il n'y a pas d'autre raison. Si tu dis, ah, moi, je ne suis pas d'accord parce que la sexualité. Si un parent dit, moi, je ne suis pas d'accord que mon enfant assiste à ce cours-là pour n'importe quel autre motif que ces deux que je viens de vous mentionner, l'enfant est quand même obligé de ça. Il y a un paragraphe, je crois que c'est un petit peu plus haut, si tu veux monter, s'il te plaît, Claude, comme quoi que ça mentionne vraiment comme quoi que le cours est obligatoire ici, oui.
Ainsi, le contenu en éducation à la sexualité seront obligatoires au primaire et au secondaire pour l'année 2018-2019, puis là, on est rendu en 2023. Mais c'est comme ça. Donc, les apprentissages sont ajustés au développement et à l'âge des élèves conformément aux recommandations des experts, dont l'UNESCO. Et l'éducation à la sexualité est souhaitable par la population au Québec comme au Canada et ailleurs dans le monde. De prime abord, il ne saurait être question qu'un élève en soit privé. Puis ça, c'est souligné en gras, puis highlighté en marqueur jaune. Puis il y a un petit 1 à côté. J'aimerais ça, Claude, que tu descendes en bas complètement pour aller voir c'est quoi cette petite note-là qu'ils ont rajoutée. Donc, on parle de l'article 33 du Code civil du Québec qui dit comme quoi que les décisions concernant l'enfant doivent être prises dans son intérêt et dans le respect de ses, si tu veux aller à gauche, dans le respect de ses droits, sont prises en considération outre ses besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l'enfant, son âge, sa santé et son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation. Donc, moi, quand je vois un paragraphe comme ça d'un document qui vient d'un établissement scolaire, je vois ça quasiment comme étant une menace, comme quoi que ton enfant est obligé, comment dire, sinon, mais tu risques quasiment des poursuites concernant l'article 33 du Code civil, là. Je trouve que c'est tiré fort, là. Ça peut inquiéter quand même plusieurs parents d'avoir, on va dire, à se battre contre un établissement scolaire où est-ce qu'on confie nos enfants et puis qu'on l'oblige à faire ça, à suivre ces cours-là. Puis là, le parent doit, comment dire, entreprendre un certain combat s'il n'est pas d'accord à ce que son enfant assiste à ces cours-là. Tu sais, c'est rendu quoi les établissements scolaires au Québec, là? Ils disent que la sexualité, c'est une formation générale. Non, la sexualité, c'est pas comme des mathématiques ou de la science ou du français. Non, c'est plus personnel que ça. Ça devrait être une responsabilité familiale, surtout pour des enfants en maternelle ou en âge, comment dire, avant le secondaire. Fait que s'il y a des parents qui sont intéressés, justement, et qui sont inquiétés faire l'exemption de leurs enfants pour les cours de sexualité, ça, c'est votre décision. Puis l'école doit la respecter, mais je vous invite, les amis, à prendre note qu'il n'y a seulement que 2 conditions pour éviter, pour avoir l'exemption à ce que votre enfant assiste à ce cours-là. Fait que c'est soit vous êtes inquiète, ça peut causer un tort psychologique, ou soit que, selon vous, ça pourrait porter une atteinte à une liberté ou un droit fondamental. Puis ça, garanti par la Charte canadienne et québécoise. Puis ça, mais principalement, c'est la liberté d'association, de religion, de pensée, de conscience et de rassemblement. Donc, moi, mon amie, dans son cas, elle va utiliser, on va dire, les motifs religieux, parce qu'elle n'est pas du Québec, là, donc elle est d'une autre foi, d'une autre croyance. Mais on s'en va où, tout ça? Puis surtout qu'il faut se rappeler qu'il y a quelques mois à peine, il y a une loi qui a été votée ici au Québec concernant le droit de l'abolition du droit de la primauté parentale. Comme quoi que c'est rendu l'État qui va comment dire, qui a quasiment plus de droits qu'un parent. Et si un parent est jugé ou ben non, qui est suspecté d'être de ne pas être je dirais pas travailler, mais de ne pas être là pour le meilleur intérêt de l'enfant, ça va s'arrêter où, ça? C'est qui va venir décider dans nos maisons, dans nos vies, dans nos familles, dans nos demeures, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon pour nos enfants? Je comprends, oui, il y a eu des scandales. Tu as parlé d'Aurore, l'enfant martyr, tantôt, qui est tiré d'une histoire vraie. Plus récemment, il y a eu aussi le drame de la petite fille de Granby, là, qui a été très médiatisé. Mais ce n'est pas une raison pour ouvrir une grande ouverte nos portes au gouvernement pour venir gérer ou s'ingérer dans nos vies. Pour moi, ça, c'est non. C'est un non catégorique. Et je t'entends bien là-dessus. Je pense que beaucoup de parents vont vouloir, et des grands-parents et des oncles, et c'est pas parce que quelqu'un n'a pas d'enfant, dans le fond, qui n'est pas touché par ce sujet-là. Tout le monde est touché. Euh, il va falloir s'assurer qu'il n'y ait pas de normalisation des déviances non plus à travers tout ça.
Parce qu'à quelque part, avant, on disait tu es un obsédé sexuel si tu parles tout le temps de ça. Mais à quelque part, si on regarde vite, vite, là, euh, il a fallu que quelqu'un, quelque part, soit, sans dire obsédé sexuel, très porté sur la chose pour dire que les enfants avaient besoin de ça à chaque année, sans arrêt, sans aucune pause. Là. Oui. C'est tout le primaire, tout le secondaire, puis surtout, ça part au préscolaire, c'est incroyable. Oui. Fait que, pour moi, c'est Fait juste un peu trop. Là. Comme je disais tantôt, moi, j'en ai eu d'éducation sexuelle au secondaire. Mais rendu en maternelle ou même avant le préscolaire, pour moi, c'est non. C'est non. Puis, sans compter que ça revient souvent sur les mêmes sujets, comme je disais tantôt, là, on a commencé avec la croissance sexuelle et humaine, la globalité de la sexualité. Ensuite, en deuxième année, ça revient avec la croissance sexuelle et image corporelle. Après ça, globalité de la sexualité. On voit que les thèmes reviennent avec des différences un petit peu à chaque année, comme en cinquième année, à l'âge d'environ quoi, 10-11 ans, Ouais. changement psychologique et physique de la puberté. Puis rôle de la puberté dans la croissance, mais c'est l'âge également où est-ce que certains enfants, pas tous bien sûr, se sont fait vendre l'idée de transiter aussi. La puberté, si tu prends des hormones de croissance différentes ou des bloqueurs d'hormones, tu vas te retrouver avec des différences significatives au niveau de l'expression de ta puberté aussi. Ouais. Ouais, Fait puis que ça, c'est à se malheureusement, demander si ce cours-là n'est pas une forme de prélude à aider l'enfant à décider s'il veut transiter. Parce que sinon, à cinquième année, de mon époque à moi, je n'ai jamais entendu parler d'un seul enfant qui parlait de transiter ou de vouloir être un trans. D'ailleurs, il y a un mouvement qui est en train de grossir, qui devient quand même assez gros, pas juste aux États-Unis, au Canada aussi. Ils appellent ça LGB without T. Les LGB pour lesbiennes, gays, les bi, mais sans les T, sans les transsexuels, parce qu'ils trouvent ça, eux aussi, les gays, quelque chose de troublant de voir qu'autant d'enfants se mettent à transitionner et à changer finalement leur sexe physiquement avec à coup de chirurgie, que ce soit pour les seins chez les petites filles qui disparaissent quand ils veulent être des petits garçons, que ce soit chez les garçons qui perdent différentes caractéristiques du pénis ou des testicules pour pouvoir ressembler à ce qu'une petite fille serait. Il n'y a évidemment pas d'utérus, on s'entend, mais c'est des chirurgies. C'est des choses qui sont physiquement importantes dans la vie d'un enfant. Puis ensuite de ça, il y a les hormones qui viennent se rajouter à ça et bien sûr, tous les médicaments qui doivent être pris pour compenser les changements biologiques qui sont induits de manière forcée. Donc, on peut imaginer que l'intérêt de l'enfant dont il était question à l'article 33 est peut-être pas nécessairement toujours celui que l'enfant croit être le mieux pour lui à ce moment-là. C'est une discussion qui aurait peut-être dû, dans certains cas, avoir lieu en famille et non pas auprès d'un responsable, un chargé de cours. exact. Donc, il y a vraiment là une discussion sociale qui, à mon sens, n'a pas eu lieu parce que ça a été largement imposé, ce qu'on voit là. 2018, c'est vrai que c'est l'année, même 2017, où est-ce que cet agenda-là était mis de l'avant au niveau mondialiste, puis c'était important que tous les enfants aient accès à ça. Mais pourquoi il y avait une soudaine obsession pour ça? Parce qu'entre toi et moi, là, on est des gens créatifs aussi bien toi que moi. Là. On aurait bien mieux aimé que les enfants sachent comment manger, des cours extraordinaires sur l'alimentation, comment se vêtir, comment est-ce que tu t'habilles pour être bien dans ta peau, puis être capable de ne pas avoir finalement des problèmes pour te mouvoir. Quand tu as une activité physique, ben, on s'habille un petit peu plus serré. Quand tu as des activités avec tout le monde, ben, on s'habille, on a des vêtements qu'on peut enlever, d'autres qu'on peut garder, puis c'est flexible, puis bon, on peut avoir des angles de créativité infinis sur plein de choses. Oui. Comment bâtir une cabane dans le bois? Je suis certain que les enfants aimeraient tous savoir comment faire. C'est quelque chose de cool. Planter des graines dans le sol, puis avoir un petit jardin scolaire, puis s'en occuper, puis Oui. récolter des légumes, puis les manger. Je ne sais pas si toi, tu aurais d'autres idées que tu aimerais mettre à la place de ce barrage de cours de sexualité-là. Que tu as dit, savoir jardiner.
faire pousser des fruits et des légumes. Aujourd'hui, les enfants dans les villes ne savent pas ou presque pas comme quoi que le lait vient d'une vache. Il y a plusieurs enfants en ville qui n'ont jamais vu une vache de leurs yeux. Fait que faire des sorties scolaires éducatives comme ça, avoir un jardin, comment montrer à l'enfant, mettre ses mains dans la terre et puis de cultiver un jardin pendant une année scolaire, ou que ce soit à l'extérieur ou dans une serre, c'est des choses que les enfants aiment faire, jouer, se salir et des choses comme ça. L'alimentation, tu as mentionné l'alimentation. On a vu dernièrement le scandale de la farine d'insectes là, qui est en train de se répandre dans la plupart des pays du monde. Ça, je trouve ça scandaleux, mais je pense que ça serait important aussi d'apprendre aux enfants à bien manger. Il y a des cafétérias dans les écoles où est-ce que c'est du sucre, c'est de la liqueur, c'est du fast-food, de la friture. Oups, je pense que j'ai perdu. Excusez, je pense que j'ai perdu l'image avec Frédéric Pitt. Il va nous revenir dans quelques instants puisqu'on reclique sur le petit lien. D'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est un studio virtuel dans lequel on peut mettre nos images. Et puis, on réapparaît simplement en cliquant sur le lien. Donc, re-bienvenue, Fred. Oui, les joies du live. Donc, oui, c'est ça, je parlais d'alimentation. J'allais dire comme quoi que Hippocrate, qui est un des pères fondateurs de la médecine moderne, en tout cas à l'époque de la Grèce, il a mentionné un jour comme quoi que ton aliment soit ton médicament. Donc, l'importance de bien manger, d'avoir une assiette diversifiée qui est nutritive. Puis là, ça serait une excellente chose que nos enfants apprennent à bien se nourrir plutôt que d'apprendre des cours sur la sexualité en maternelle ou à la garderie. Là. Je suis certain que même à la maternelle, ils trouveraient ça vraiment le fun de s'intéresser une journée à l'ashwagandha, à la spiruline, à la chlorelle, d'avoir des tests pour essayer tout ça. Il y aurait bien plus de fun que de se faire amener à penser que la sexualité en préscolaire, c'est une matière à apprendre. Et puis, si on regarde l'agenda, ben, tout le monde pourra se faire sa propre idée là-dessus. C'est un martelage. Qu'on le veuille ou non, c'est en séquence, c'est programmé, ça n'arrête jamais. Et donc, votre enfant, qu'importe son niveau scolaire, soyez absolument assuré qu'avec les maths, le français, il va y avoir de l'éducation à la sexualité. Et cette éducation-là, n'oubliez jamais que qu'importe le programme, comme absolument tous les autres cours, celui qui livre, celui ou celle, parce qu'il y a quand même beaucoup plus de femmes en éducation que d'hommes, celui ou celle qui livre le programme peut induire des préférences personnelles, parfois même malgré lui ou malgré elle, dans le contenu. Et l'enfant qui reçoit ça, à mon sens, au préscolaire, en première, deuxième, même toute la primaire, puis une bonne partie du secondaire, n'est pas prêt à avoir une discussion avisée ou éduquée sur ces sujets-là. Il est en mode éponge un petit peu, il reçoit, il essaye de faire de son mieux pour faire comme s'il avait tout compris, mais en même temps, c'est des sujets qui sont très larges. Puis en même temps, on a beau parler de biologie toute la journée, il y a l'aspect de l'amour qui est immense, il y a l'aspect philosophique qui est gigantesque, il y a l'aspect spirituel qui n'arrête plus, même à l'âge adulte, il y a des contenus à n'en plus finir sur les réseaux sociaux. Et tout à coup, on se fait ramener tout ça dans un corridor qui est quand même plutôt balisé. Là. On l'a vu avec les informations qu'on a montrées il y a quelques instants à l'écran et que les gens pourront consulter avec les documents originaux grâce aux liens qui sont dans la description sous la vidéo. On le voit que finalement, tout ça, c'est comme une voie ferrée. Là. L'enfant avance, mais à quelque part, il ne peut pas débarquer de la voie ferrée facilement. Pour un parent, on a vu le chemin de Damas qui est préparé avec les conditions ridiculement minuscules pour pouvoir enlever un enfant de ce régime-là. Et tout ça appuyé par l'article 33 qui parle du meilleur intérêt de l'enfant. Mais ça, justement, ça vient avec le projet de loi 15 qui a été intégré dans la loi, de sorte que ça devrait être le parent qui décide qu'est-ce qui est bon pour l'enfant ou qui ne l'est pas. Mais là, c'est la société en général. C'est la raison pour laquelle tous les parlementaires se félicitaient à l'Assemblée nationale quand le projet de loi 15 est passé, le projet de Lionel Carman de la CAQ,
ils se félicitaient, ils faisaient les gorges chaudes, ils se donnaient la main, c'est bien juste, ils ne sautaient pas dans les airs. Mais qu'est-ce qui s'est passé cette journée-là? C'est les parents qui ont perdu partout au Québec. Puis je me rappelle, il y a plein de gens qui me disaient par messagerie, Claude, j'en reviens pas, je suis dans mon salon, je regarde partout, je fais les 100 pas, ça ne va pas du tout, c'est pas du tout quelque chose qui est bon pour la famille. C'est vrai, la famille passe dans le caboose du train, on n'est plus là. Donc, est-ce que les enfants, en se faisant marteler de cette façon-là sur des sujets clairement sexuels, dès leur plus jeune âge, qu'est-ce qu'on est en train d'assister? D'une part, le gouvernement enlève la primauté parentale et de l'autre part, a un programme qui va marteler la sexualité à toutes les étapes de la croissance de la vie de l'enfant. À ton avis, qu'est-ce qu'on est en train de voir? Du formatage. Selon moi, c'est du formatage qu'ils tentent de faire à nos enfants. Mais moi, j'ai dit à ma fille, parce que ma fille a déjà assisté à ces cours-là, mais quand j'ai su que ma fille était pour avoir ce genre de formation-là, oui, ça m'a offusqué, mais moi, j'ai confiance à ma fille. Elle a 10 ans. J'ai dit, si tu n'es pas à l'aise, tu as le droit de te lever et de sortir du cours. Je sais que la direction et tout ça ont quand même comment dire, il peut avoir un débat avec la direction et le parent, mais reste que moi, j'ai confiance au jugement de ma fille. Si elle ne se sent pas bien, j'ai dit, tu as le droit de te lever et de sortir. Je ne rentrerai pas dans les détails personnels, pourquoi est-ce que ma fille assiste à ces cours-là. Là. On va dire, je vais me garder cette gêne-là, mais ma fille, je lui fais confiance et elle sait dire non. Fait que j'espère que moi, en tant que parent, en tant que papa, c'est une de mes responsabilités, puis j'ai misé beaucoup là-dessus sur le jugement, les capacités de ma fille et qu'elle prenne ses propres décisions par elle-même. Oui, c'est sûr qu'elle n'a que 10 ans, mais si je n'ai pas confiance en ma fille, elle n'aura pas confiance en elle. C'est pour ça que moi, je tente d'inculquer cette confiance-là chez mon enfant. En tout cas, je vous invite aussi peut-être à chaque parent d'avoir cette conversation-là avec vos enfants, et puis de leur dire comme quoi que vous avez confiance au jugement de votre enfant. C'est très important pour créer justement des enfants plus forts, plus responsables aussi. Ça fait du bien à entendre, toujours beau de voir à quel point l'amour entre les parents et les enfants est un liant naturel, organique, puissant et évolutif qu'on peut utiliser pour faire en sorte que notre enfant prenne du galon en termes de confiance en lui et non pas de se soumettre à des apprentissages qui devraient venir de toute manière, de manière plutôt organique qu'académique. Écoute, juste avant de terminer le show, parce qu'on est presque rendu à 1 heure, juste pour dire qu'on ne l'a pas mentionné, mais je suis certain que les deux, on le pense, là, un shout-out à tous les parents qui font l'école à la maison, qui, eux autres, tentent d'amener la meilleure version d'eux-mêmes pour transmettre à leurs enfants les meilleures connaissances qu'ils le peuvent. Et évidemment, un shout-out à tous les parents qui ne font pas l'école à la maison, mais qui voudraient et qui, de cette manière-là, compensent un petit peu autant qu'ils peuvent, malgré le réseau scolaire privé ou public, pour finalement donner à leurs enfants des outils, malgré le fait que des enseignements sur la sexualité soient faits à l'école, mais des outils qui leur permettent de recadrer tout ça afin que l'enfant comprenne que ce qui compte, c'est lui qui est au centre de sa propre vie, c'est lui qui mène sa propre vie. Alors, évidemment, je te laisse le mot de la fin parce qu'on a parlé de tellement de choses, mais selon toi, en 30 secondes, on va où avec ça? Parce qu'il faut comprendre, ça continue. Là. Oui, ben, je pense que c'est un débat de société qu'on doit avoir. Je suis content d'avoir discuté avec de ça avec toi aujourd'hui, Claude. Je crois que ça va avoir, on va dire, effet boule de neige. Puis je souhaite que ces prochains jours aussi, ça va plus d'autres, comment dire, que d'autres lanceurs d'alerte ou d'autres blogueurs, peu importe, là, aillent ce sujet-là dans leurs vidéos, dans leurs informations qu'ils propagent. C'est sûr que tout ça commence au niveau, on va dire, personnel ou familial. Moi, c'est des conversations que j'ai déjà eues avec ma fille depuis un certain moment déjà. Mais l'éducation à la sexualité de nos enfants,
ou voire, je pourrais même dire, on va dire, de l'ingérence politique ou même onusienne, mondialiste, parce qu'on a mentionné l'UNESCO, l'OMS, des choses comme ça qui sont citées dans les documents qu'on a vus tantôt, de l'ingérence comme ça dans nos vies privées, dès nos enfants en bas âge, surtout pour un sujet aussi sensible que la sexualité. Pour moi, il va falloir qu'il y ait des décisions qui se prennent de la part de la population, puis qu'on fasse pression justement pour que les choses s'améliorent au lieu de se détériorer. Je trouve ça. C'est très bien entendu. Il nous reste 7 secondes. Fait qu'évidemment, OK. je te remercie de tout cœur pour aujourd'hui. Puis on va se reprendre. C'est des sujets intéressants, puis on va les explorer. Merci beaucoup, Frédéric. Ben, merci beaucoup, Claude, puis merci à tous ceux et celles qui nous ont écoutés.